Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, je reçois une femme très engagée dans la politique française où elle a occupé d'importants postes ministériels, dont celui de ministre de l'Éducation nationale, ministre des droits des femmes, de la jeunesse et des sports. Après avoir été porte-parole du gouvernement, elle est la présidente de l'association France Terre d'Asile. Elle est actuellement de passage au Maroc, son pays natal, où elle revient d'ailleurs régulièrement. L'occasion pour nous de la recevoir et d'évoquer avec elle le Maroc d'aujourd'hui, la coopération avec la France, la place de la femme et son regard sur la réforme de la Moudawana. Mon invité aujourd'hui est Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Najat, tout d'abord, quelques mots sur la coopération France-Maroc. On a vu des images par milliers sur les réseaux sociaux. Le Maroc, premier invité étranger, invité d'honneur au Salon de l'Agriculture. Vous avez vu cet engouement pour le pavillon marocain ? Bien sûr qu'il ne l'a pas vu. Ça sonne comme une évidence, pour être franche. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y avait dans l'espèce de glaciation des relations entre le Maroc et la France des dernières années quelque chose de totalement anormal qui ne collait pas avec ce que sont les populations de part et d'autre, avec leurs liens de proximité, avec leurs échanges culturels, avec leurs affinités, même sur le plan de l'alimentation. J'ai envie de vous dire, les plats marocains sont très appréciés en France. Et donc, du coup, maintenant que ces relations diplomatiques se sont enfin réinstallées dans la norme, eh bien, ça ne m'étonne pas du tout que les gens s'en donnent à cœur joie. Et donc, ça fait très plaisir de voir le succès du Maroc au Salon de l'Agriculture. Quel regard vous portez sur le Maroc d'aujourd'hui ? Comment vous le voyez évoluer au cours de ces dernières années ? D'abord, un regard toujours très attentif. Parce que malgré tout, c'est le pays de ma naissance, c'est un de mes pays, même si je vis en France et que quand je suis élue, c'est en France que je suis élue. Mais voilà, c'est mes racines, c'est mes origines, c'est une partie de ma culture. Et donc, ça m'a beaucoup touchée de voir ces dernières années, décennies même, l'évolution de ce pays, et notamment sur des sujets qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire à la fois le développement économique, les efforts faits pour sortir les gens de la pauvreté. Le chemin n'est pas encore complètement terminé. Tout le volet social. Mais enfin, quand même, il y a des efforts considérables qui sont faits. Et puis aussi le volet sociétal, c'est-à-dire, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais il y a 20 ans de cela, la réforme de la Moudawana, il y a un peu plus de 10 ans de cela, la Constitution, la nouvelle Constitution. Enfin, je trouve qu'il se passe des choses en termes à la fois d'évolution de société, de modernité, de nouvelles gouvernances plus démocratiques qui méritent d'être saluées. Alors justement, j'aimerais vous faire réagir, et c'est très bien que vous en parliez, sur la Moudawana, parce que vous avez toujours été une grande fervente des droits des femmes. À titre d'exemple, pour contrer les inégalités salariales entre femmes et hommes, vous aviez rendu obligatoire par décret, quand vous étiez ministre en 2012, l'adoption d'un accord sur l'égalité salariale et renforcer même les contrôles pour rendre effectives les sanctions aux entreprises. En 2013, pour lutter contre le sexisme et les stéréotypes du genre, vous aviez mis en place le programme des ABCD de l'égalité dans plus de 500 classes, je crois. Dès votre nomination en tant que ministre des droits des femmes, vous vous étiez battu également pour promulguer la loi contre le harcèlement sexuel. Au Maroc, nous sommes en pleine réforme de la Moudawana, le code de la famille, une réforme sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi pour consacrer l'égalité homme-femme en droit et en obligation. Pour vous, c'est une avancée majeure. Vous parliez il y a 20 ans, effectivement, quand il y a eu la première Moudawana. Aujourd'hui, vous vous dites que c'est une avancée essentielle. Oui, dans l'intérêt de tous d'ailleurs, parce que moi je ne crois pas du tout que ce sujet-là doive être traité comme le combat des femmes contre les hommes. Enfin, d'ailleurs, on le voit bien à l'aune des sujets qui sont évoqués pour cette nouvelle réforme de la Moudawana. On parle aussi des enfants, qui a l'autorité parentale, qui peut prendre telle ou telle décision. On parle de la famille au sens large. En fait, on parle de la société au sens large quand on réforme cette Moudawana et qu'on cherche à établir de l'équilibre, de l'égalité en droit, parce que c'est l'égalité en droit qui apaise en fait les relations, qui protège les individus et qui rend tout simplement les familles plus heureuses à la fin des fins. Parce que cette égalité en droit, par exemple, si on prend la question de la parentalité,
faire l'égalité en droit, c'est permettre finalement aussi bien aux mères qu'aux pères d'être des parents, vous voyez. Et c'est important, ça va dans l'intérêt des hommes comme des femmes, que de pouvoir être parents reconnus comme tels par la loi jusqu'au bout, prendre les décisions qui s'imposent pour le bien de leurs enfants. Donc moi je trouve que cette réforme de la Moudawana, avec tous les sujets qui y sont évoqués, il y en a beaucoup. Alors moi j'ai une sensibilité particulière notamment pour la fin du mariage des mineurs, parce que je pense que vraiment dans un pays comme le Maroc, il est temps de mettre fin à cela. C'est une évidence. Ça n'est plus possible aujourd'hui. D'abord je pense qu'on doit avoir pour aspiration et pour projet pour ces filles qu'elles fassent des études. Je le redis, leur offrir les moyens de leur indépendance, de leur autonomie financière, de leur émancipation. Je m'adresse à tous les parents en disant cela. C'est dans l'intérêt de leur fille, c'est dans l'intérêt d'eux-mêmes en fait. Et deuxièmement, comment peut-on encore admettre que des mineurs soient mariés et on sait bien que parfois, souvent, c'est contraintes et forcées. Donc ça, il y a d'autres sociétés qui l'acceptent encore aujourd'hui parce qu'elles ont une lecture extrêmement rétrograde de la religion notamment. Je crois que ça n'est pas le cas du Maroc et qu'il faut aller au bout de cette interdiction et de cette volonté de ne plus voir cela. Donc il y a beaucoup de choses dans cette réforme qui est en discussion, mais moi, ce que je trouve quand même extrêmement intéressant pour vous répondre, c'est d'abord les prises de position du roi sur le sujet. C'est le fait qu'avec la constitution que j'évoquais tout à l'heure, ce sont désormais des décisions démocratiques qui doivent être prises à l'échelle du Parlement. Et donc, j'ai l'impression que c'est une espèce de sécularisation de ces sujets-là qui est très importante. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se sentent protégés par le droit. Justement, le souverain avait d'ailleurs rappelé un point très important, la condition sine qua non pour que le Maroc continue de progresser et que les femmes occupent la place qui leur échoit et qu'elles apportent leur concours à toutes les filières de développement. On parle de développement, vous parliez d'économie, et c'est vrai que dans toute société, on ne peut pas faire avancer une société si les femmes restent sur le bas-côté. Vous, quand vous étiez ministre en France, parce que c'est vrai qu'on parle du Maroc, mais en réalité, c'est un combat mondial. Bien sûr que c'est un combat mondial, mais en fait, encore une fois, ce qu'il faut toujours bien comprendre, c'est dans l'intérêt de qui se fait ce combat. En fait, je trouve qu'on est trop resserré sur les femmes, plutôt que de parler de la société en tant que telle. Lorsqu'on prend uniquement les individus, c'est très important évidemment de se soucier des individus, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore plus ample, c'est encore plus ambitieux que de regarder les choses à l'échelle d'une société, d'un pays, d'une nation tout entière. On prend un pays comme le Maroc aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, j'admire le fait qu'on assiste à un vrai développement économique, à une capacité de s'imposer à l'échelle continentale, à l'échelle mondiale. Le Maroc aujourd'hui a une voix qui porte fort, ses capacités d'innovation, d'entrepreneuriat sont assez reconnues dans bien des secteurs et pas simplement l'agriculture, vous voyez. Et donc ce Maroc-là, ce Maroc qui va de l'avant, qui regarde le monde avec une forme de fierté, il sera encore plus fort s'il utilise, j'allais dire, tout son vivier. L'intégralité de son vivier. Donc ne pas laisser sur le bas-côté les femmes au nom du genre qui est le leur. Au contraire, miser sur elles, investir sur leur formation. En plus, je vais vous dire, vu de la France, vu d'Europe, on trouve souvent que les femmes marocaines, les jeunes filles marocaines font par exemple d'excellentes scientifiques. On vous regarde même avec admiration en se disant mais comment ça se fait qu'ici, il y a plein de filles qui ont de l'appétence pour les sciences alors que nous, on a du mal à les convaincre. Bon, misez là-dessus, investissez dans les filles, faites-leur faire des longues études, ouvrez-leur les portes du marché du travail. Qu'il n'y ait pas de plafond de verre, ne les empêchez pas d'accéder à des postes de direction. Au contraire, c'est ça qui va faire votre force. C'est évidemment la présence des hommes, tout autant que celle des femmes. Vous parlez de ces femmes marocaines, quand vous voyez des femmes marocaines, que ce soit ici, au Maroc ou ailleurs, occuper des postes les plus importants, ça vous rend fier d'une certaine manière? Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais vous dire, en effet, ici comme ailleurs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes d'origine marocaine installées dans des pays en Europe, aux États-Unis, au Canada, qui exercent des responsabilités absolument majeures. Et je pense que c'est tout ça le rayonnement d'un pays. En fait, je vais vous dire, pardonnez-moi parce que je ne me souviens plus qui a utilisé cette formule que j'adore. Il n'y a pas d'autre richesse que
les hommes, bon, à l'époque, ils disaient les hommes, Ouais. ça veut dire les hommes et les femmes, on est bien d'accord. Il n'est pas d'autre richesse que les hommes et les femmes. Et en fait, un pays doit se rendre compte de ça. C'est pour ça que la formation, vous avez dit que j'étais ministre de l'Éducation, ça me tient énormément à cœur. La formation, c'est l'investissement numéro 1 à effectuer. Et donc, veiller à ce que cette formation, pour le coup, soit au service des garçons comme des filles. De nombreuses études internationales ont démontré en fait que l'implication des femmes était essentielle comme levier économique pour la société. Vous êtes du même avis ? Oui, bien sûr. Alors là, franchement, j'invite tous vos auditeurs qui s'intéressent à ce sujet à taper dans n'importe quel moteur de recherche, notamment pour retrouver les études du FMI, par exemple, du Fonds monétaire international, ou de plusieurs organismes de l'ONU, comme par exemple ONU Femmes, pour trouver des chiffres précis. Je me souviens d'une étude qui portait sur le Maroc et qui démontrait, il y a quelques années, que si on atteignait l'égalité devant le marché du travail des femmes et des hommes, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, puisque les femmes travaillent beaucoup moins que les hommes, comme vous le savez, si on atteignait l'égalité, on gagnerait près de 40% de croissance dans ce pays. Près de 40% de croissance dans ce pays. Mais c'est une évidence, en fait, parce que des individus qui travaillent, c'est des individus qui payent des cotisations sociales, qui produisent de la valeur ajoutée, de la richesse. Cette richesse, elle est redistribuée. C'est des individus qui sont capables de faire vivre leur famille. Bref, c'est de tout ça qu'a besoin un pays, évidemment. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer, au-delà de la richesse monétaire, ce qu'apportent des esprits différents. Et je pense quand même si je ne suis pas essentialiste, c'est-à-dire je ne pense pas que les femmes aient des qualités spécifiques du fait même d'être plus que femmes, les hommes, ou que les hommes en fait, auraient c'est la des compétences confrontation qui ne spécifiques. fonctionne pas. C'est l'expérience, en fait. Voilà. C'est quelle expérience ont fait les individus. Et comme les femmes ont fait une expérience qui est à part, spécifique, on le sait, par rapport aux hommes, une expérience culturelle, une expérience familiale, la façon dont elles ont été vues depuis leur prime enfance, a fait d'elles des êtres qui ont développé, disons, des façons de voir le monde, l'entreprise, les décisions financières à prendre ou ne pas prendre, différemment des hommes. Eh bien, à l'échelle d'une entreprise, mélanger ces deux façons de voir le monde qu'ont les hommes d'une part et les femmes de l'autre, c'est vraiment se donner plus de chances de réussir. C'est une évidence parce que c'est dans ce mélange-là qu'on va avoir plus de créativité, plus d'innovation, parfois plus de prudence parce qu'on aura confronté des opinions différentes. Même chose, j'invite tout le monde à se renseigner un petit peu sur les multiples exemples d'entreprises qui, par le passé, se sont cassées la gueule juste parce qu'elles n'étaient composées dans leur comité de direction que de gens qui se ressemblaient, que d'hommes qui avaient exactement les mêmes opinions, les mêmes façons de voir et qu'elles n'ont pas vu l'éléphant dans la pièce, l'erreur à ne pas commettre, l'investissement foireux et qu'elles l'ont fait et qu'elles se sont plantées comme ça. Donc je pense vraiment que c'est très important d'avoir autour de la table de la prise de décision, quelle qu'elle soit, des gens différents pour pouvoir confronter des opinions différentes. C'est pour ça que le débat est ouvert chez nous. Quand vous étiez ministre, à quoi vous avez été confronté ? Qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous étiez ministre des droits des femmes ? Où est-ce qu'il y avait le gros blocage en particulier ? Parce que ça n'a pas été évident non plus. Moi, je dirais que c'est sur la question de la cellule familiale qu'il y a toujours le plus gros blocage. Vous voyez, c'est quand même assez intéressant parce que finalement, ça rejoint aussi ce que je vois des débats au Maroc aujourd'hui. Et du coup, c'est quelque part ça. C'est rassurant de se dire qu'en fait, toutes les sociétés sont confrontées à ce tiraillement entre OK, il nous faut des règles communes, mais par contre, pour ce qui est de ma cellule familiale, de mon foyer, de mon domicile, ça concerne moi et j'ai pas trop envie que la loi y mette son nez. Bien ça, on l'a connu en France, évidemment, et je me souviens en particulier d'une des réformes que je portais qui consistait à vouloir que le congé parental, c'est-à-dire le temps qu'on prend avec son enfant nouveau-né et qui était jusqu'alors à 97% pris par les femmes, alors que la loi autorisait les hommes et les femmes à le prendre, passer quelques mois avec son enfant tout jeune. C'est une opportunité qui doit pouvoir être donnée aux hommes comme aux femmes. Mais dans les faits, en France, c'était pour l'essentiel les femmes qui le prenaient. Et le problème, c'est que comme ce congé parental durait très longtemps, pouvait durer jusqu'à 3 ans, il les éloignait du marché du travail. Et donc, du coup, en fait, elles avaient le plus grand mal à y revenir. Et d'une certaine façon, elles pâtissaient du fait d'avoir passé ce temps avec leur enfant. Alors que si on avait partagé un peu mieux entre père et mère, elles ne se seraient pas éloignées aussi longtemps. Les pères
auraient eu le plaisir de pouvoir passer de façon reconnue du temps avec leur enfant, etc. Et donc, on a fait une réforme dans ce sens, pour un meilleur partage. Et je me souviens que c'est sans doute l'une des réformes les plus compliquées parce que les gens disaient oui, mais non, mais moi je veux pas qu'on me dise quelle doit être mon organisation à domicile, Oui, voilà, c'est etc. ça. Et puis les pères qui disent, attendez, pourquoi d'un seul coup on va perdre nos droits actuels. Vous parliez du droit parental de la même manière. Aujourd'hui, la réforme de la Moudawana, sous sa nouvelle mouture, donne un droit parental à égalité, ce qui n'était pas le cas chez nous. J'espère en tout cas que ce qui sera adopté, ce sera vraiment cette idée qu'on ait une égalité d'autorité parentale, c'est-à-dire une égale capacité pour la mère comme pour le père, non seulement de prendre toutes les décisions qui s'imposent pour le bien-être de l'enfant, c'est ça le sujet, mais également, suite à un divorce, à une séparation, de garder la garde de l'enfant en question, quoi qu'il se passe, et de pouvoir prendre les décisions pour l'enfant, encore une fois, en fonction de son seul bien-être, ce qui me paraît être la boussole absolue. Alors, sur un tout autre volet, mais peut-être que finalement il y a un lien, de nombreux MRE, Marocains résidant à l'étranger, font le choix aujourd'hui de revenir s'installer au Maroc. Quel signe cela envoie, à votre avis ? C'est intéressant, moi, je trouve. C'est vraiment, vraiment très intéressant parce que, vous savez, je travaille pas mal, notamment comme présidente de France Terre d'Asile, sur les questions de flux migratoires à l'échelle du monde, de la mobilité humaine, qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il des choses, des mécaniques qu'on peut détourner, maîtriser, arrêter ou pas ? En fait, je pense que la mobilité est profondément humaine. C'est normal que les gens se déplacent. Ils ont plein de raisons de le faire. Parfois, c'est pour leurs études. Parfois, c'est pour leur vie de famille. Parfois, c'est parce qu'ils fuient un conflit ou une persécution. Et je pense que il n'y a jamais de fatalité à ce que les mobilités se fassent d'un point vers un autre, que les pays, les contextes peuvent évoluer. Et en fait, ce qu'est en train de nous raconter le Maroc, c'est aussi un pays qui a profondément évolué, qui, aux yeux de beaucoup, s'est rendu très attractif ces dernières années, au point de les inciter à venir profiter d'une vie qui leur paraît plus douce, finalement, ici. Moi, je pense que c'est intéressant, franchement, à observer dans l'absolu. Ça en dit long sur le fait que, encore une fois, il n'y a jamais de fatalité, qu'il faut toujours investir sur les individus, il faut conserver le contact. Mais je pense que c'est aussi intéressant pour le pays qu'est le Maroc, parce que finalement, il ramène de la matière grise, il ramène des gens qui auront acquis à l'étranger une autre expérience. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la différence de point de vue, sur la diversité, elle vaut là aussi. D'autres codes, d'autres cultures. Et je suis absolument persuadée que dans les années qui vont suivre, ça va être très profitable sur un plan économique, mais aussi diplomatique au Maroc. Complètement, complètement. Avec cette jeunesse qui, avant, revenait surtout en vacances avec les parents. Là, on parle d'une jeunesse ou de Marocains résidant à l'étranger qui viennent pour monter des business ici au Maroc. Vous revenez assez régulièrement au Maroc, je le disais en introduction. Vous collaborez notamment avec l'université, l'UM6P. Cette notion de partage, elle est essentielle pour vous aujourd'hui entre les deux rives de la Méditerranée, à titre personnel. Oui. Enfin, j'allais dire à titre général comme à titre personnel. C'est-à-dire qu'à titre général, ça rejoint mon propos précédent, je trouve vraiment que c'est très intéressant d'observer cette mobilité à l'échelle mondiale et de comprendre qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'on passe d'un pays à un autre qu'on n'a plus le droit de revenir au précédent. C'est ça que j'entends par pas de fatalité. Et ça, pour moi, c'est la modernité de l'acceptation de la mobilité. Voilà. Et il ne tient qu'à nous, hommes et femmes, de construire autre chose et de sortir des cases dans lesquelles on a cherché à nous enfermer. Et donc là, j'en viens à mon titre personnel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai eu le sentiment, mais notamment parce que j'étais une responsable politique, ce qui peut du coup s'entendre, d'être, sous injonction de choisir un pays ou un autre. Alors évidemment, j'étais installée en France, toute ma vie était en France, et donc du coup, et puis surtout, je me présentais au nom des électeurs français. Donc, c'est vrai que pendant quelques années, j'ai eu le sentiment un peu de mettre sous le tapis une partie de moi. Et je pense que depuis quelque temps,
j'ai peut-être mûri, tout simplement. J'ai acquis une maturité qui fait que je suis un peu plus à l'aise avec cela. Et en fait, j'ai plus envie. J'ai plus envie de mettre ça sous le tapis. Non, ça fait partie complètement de moi. Ce sont mes racines, ça compte pour moi. Et non seulement ça compte pour moi, mais en plus, je pense que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, que je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas ces racines-là. Et puis, par ailleurs, franchement, la proximité est telle entre la France et le Maroc, même sur un plan géographique. Il faut si peu de temps pour venir ici. Et donc, je pense que vraiment, on a tout intérêt quand on a les caractéristiques qui sont les miennes, c'est-à-dire être né ici, vivre en France, à, au contraire, faire vivre ces ponts et cette relation entre les deux pays. Il devrait y avoir plus de partage, à votre avis, justement, entre les deux, les jeunesses, les étudiants, la jeunesse, c'est pas les jeunesses, la jeunesse, les étudiants, peut-être créer des passerelles entre les universités, en faire davantage. Moi, j'en rêve, oui, bien sûr. Je pense qu'il en faut plus. Je pense d'ailleurs que c'est pas une solution, c'est-à-dire c'est une multitude d'initiatives qui devraient être soutenues parce que à tous les âges. Pourquoi uniquement entre les jeunes ? Je pense que, en fait, c'est marrant, mais dans le monde dans lequel on vit, ce sont sans doute les jeunes qui sont déjà le mieux préparés à regarder au-delà de leurs frontières. Le sujet aujourd'hui, c'est plutôt les personnes d'un certain âge, c'est les adultes. Et donc, moi, j'adorerais que voient le jour, en effet, des clubs de rencontres, de partage qui permettent d'une rive à l'autre de pouvoir se retrouver et se parler. Et c'est vrai que l'amélioration des relations entre la France et le Maroc devrait conduire notamment à cela, à ce que la société civile des deux côtés s'empare de ce rapprochement et en fasse quelque chose. Je crois énormément, en fait, dans ce monde, comme vous le savez, qui m'inquiète beaucoup. Hein, bien perturbé. Bien perturbé, dans lequel... Avec la montée du nationalisme. Exactement. Et puis le retour de la guerre. Les élections en Allemagne. En Allemagne, oui. Et puis le retour de la guerre, y compris en Europe. Et puis ce qui se passe au Proche-Orient. Et puis même ce qui se passe en RDC, enfin en Érythrée, en Éthiopie. C'est quand même un monde très très tumultueux. Je ne parle même pas des États-Unis et du rôle géopolitique qu'ils vont jouer. Donc, à la lumière de tout ça, je vais vous dire tout ce qui peut aller en faveur de la paix, de la construction de la paix, est le bienvenu et doit être soutenu. Et souvent, c'est par le rapprochement entre sociétés civiles que les choses sont vraiment solides. Donc oui, moi je serais très favorable à ce que se créent ces lieux de partage. Quand vous parlez de politique, vous venez de parler 3 fois l'imparfait. Ça veut dire que vous ne vous présenterez plus ou vous avez toujours cette passion de la vie politique en France ? Alors moi je ne dis jamais. D'ailleurs en réalité je continue d'exercer des responsabilités politiques à un niveau local. Mais non, quand je parlais au passé, j'imagine que je faisais allusion à cette période où j'exerçais la fonction de ministre. Mais quand sera-t-il à l'avenir politiquement en France ? Oui, non, je suis très engagée. Je ne fais pas partie des gens qui ont comment dire, rendu leur tablier complètement à partir du moment où ils n'avaient plus de responsabilité ministérielle. Bien au contraire, je suis restée engagée auprès du Parti socialiste. Je suis élue locale. Je préside le groupe d'opposition à la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'attends avec impatience 2027 comme une date à laquelle j'espère qu'il se passera quelque chose et qu'une page se tournera, et notamment cette page de la grande confusion entre et gauche et droite, qui était le macronisme, auquel je n'ai jamais adhéré parce que je ne crois pas à la confusion. En fait, je pense vraiment qu'on a besoin au contraire de clarté, on a besoin de positions assumées, et moi je suis plus que jamais de gauche aujourd'hui, précisément dans le monde tumultueux qui est le nôtre, et notamment parce que je pense qu'il y a un lien direct entre les inégalités crasses et la guerre, en fait. Et je pense que si on ne prend pas ce sujet de la lutte contre les inégalités au sérieux, eh bien, on n'invente que des rustines qui repoussent un peu le problème, mais qui un jour ou l'autre déclenchent un cataclysme. Et je vois venir le cataclysme, je le vois venir sur le plan, on l'a dit, des armes, mais aussi sur le plan climatique, parce qu'on n'a pas traité le sujet au sérieux, notamment pour ceux qui sont les plus touchés. Ce que je dis là vaut à l'échelle internationale. Les moins pollueurs, mais les moins pollueurs,
pollueurs, mais subiront les plus touchés, absolument. Donc oui, c'est pour ça que je me sens toujours de gauche. Je pense que le combat doit plus que jamais continuer, oui. Si vous aviez un message à adresser aujourd'hui à l'ensemble des Marocains, ce serait lequel ? De manière générale, Oui. à part souhaiter une super Coupe du Monde de football. Non, Vous suivez le foot d'ailleurs ? Oui, je le suis, bien sûr, je le suis. Et puis j'ai été très fière de l'équipe du Maroc. Et je pense que c'est formidable de recevoir prochainement cette Coupe du Monde. Vraiment, ça va... Je ne sais pas comment est-ce que les astres se sont alignés comme ça, mais c'est vrai que dans le récit de l'envol, on va dire, du Maroc, sur un plan économique, encore une fois géopolitique, mondial, c'est vrai que ça tombe quand même très bien. Alors, qu'est-ce que je dirais aux Marocains ? Puisqu'on a parlé de la Moudawana, je crois que je vais rester un instant là-dessus. Je dirais que... Vous savez, je me déplace beaucoup dans différents pays du monde par mes fonctions et plus le temps passe et plus je me rends compte que les Marocains ont de la chance, malgré ce monde qui fait peur, comme on l'a dit, ont de la chance de vivre dans ce pays, ont de la chance de pouvoir compter quand même sur ce roi, ont de la chance d'avoir eu en guise de réaction au moment où ils se sont soulevés l'adoption d'une constitution qui leur a donné plus de droits démocratiques. Mais c'est incroyable, encore une fois, pour regarder ce qui se passe à l'aune du monde. Qu'est-ce que c'est rare. Et donc, il faut en faire quelque chose de cette chance-là. Et donc, j'espère que les citoyens qu'ils sont vont mettre toute leur énergie pour que cette réforme de la Moudawana donne le meilleur d'elle-même, le meilleur de ce qu'elle peut donner, c'est-à-dire des droits, encore une fois, aux femmes, autant qu'aux hommes, aux individus, en pensant l'intérêt notamment des enfants, le bien-être notamment des enfants qui doit toujours prévaloir, et puis l'intérêt de la société tout entière. Votre plus belle histoire avec le Maroc, ce serait quoi ? Qui a déjà eu lieu. Moi, je pense que ma plus belle histoire avec le Maroc, c'est d'y être née, tout simplement, en fait, quand on réfléchit bien. Voilà, c'est le hasard de la vie. On ne choisit pas son lieu de naissance, mais j'en suis finalement assez heureuse, assez fière. Et puis surtout, encore une fois, ça me compose tellement. C'est une partie tellement importante de moi. Et pour l'avenir, ma foi, je ne sais pas vous répondre, mais je ferai référence à une phrase que me disait souvent ma mère quand j'étais enfant et qui est d'ailleurs le titre de mon autobiographie que j'ai sortie il y a quelques années, c'est-à-dire « La vie a plus d'imagination que toi, la vie a toujours plus d'imagination que toi ». Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que cette aventure avec le Maroc, eh bien, elle prenne un tour que ma seule imagination ne me permet pas d'imaginer. Pas mal du tout. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette interview, vous pourrez la retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain. On parlera beaucoup d'économie. À la semaine prochaine. Au revoir.